en fait que nous avons le plaisir d'accueillir le docteur François Barja, qui va nous parler de l'intéressante histoire du vinaigre aujourd'hui. D'accord? Et je passe directement à sa présentation. Docteur François Barja a obtenu son master et son doctorat en biochimie à l'Université de Genève en Suisse. Il a ensuite occupé de postes postdoctoraux à l'Université de Genève au département de pathologie et division de rhumatologie et à l'Université de Cornell aux États-Unis. Au département de pathologie végétale également. Et depuis 1998, il est chargé de cours et chercheur principal en microbiologie appliquée au département de botanique et des biologies végétales de l'Université de Genève. Depuis 2003, il se consacre à ses activités liées au processus biotechnologique, technologie de fermentation et à la production de cellulose bactérienne produite par de bactéries acétiques en nanomatériaux biocompatibles émergents, dotés d'un énorme potentiel dans un large éventail d'applications biomédicales. Ces projets de recherche visent à identifier les mécanismes moléculaires responsables de la production de cellulose et de la résistance de bactéries acétiques à de fortes concentrations d'acide acétique. Il utilise une approche multidisciplinaire combinant des données génomiques, transcriptomiques, métabolomiques et protéomiques. Il a reçu des prix d'InnoSuisse et d'InnoGap pour son projet des sciences de la vie, biocellulose. Il a de publications dans les revues spécialisées et également dans plusieurs chapitres dans des livres de son domaine. Il a également participé à plusieurs congrès spécialisés dans le domaine de fermentation alimentaire et de biotechnologie. Docteur François Barja, vous avez la parole. Alors voilà, merci beaucoup pour cette petite introduction que vous avez faite. Ça fait un plaisir pour moi de participer dans ces réunions de, je dirais, de formation continue pour les interprètes. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de vinaigre, que vous connaissez certainement depuis longtemps, puisque vous l'utilisez en règle générale pour beaucoup de choses, mais principalement pour mettre dans la salade. Et voilà, donc ça c'est une chose importante à dire aussi. Si vous n'entendez pas correctement le son ou s'il y a des bruits de fond ou quelque chose, il faut me le dire. Et en même temps, si vous avez des questions, sans aucun problème, vous pouvez me couper pendant la conférence, enfin pendant ce petit speech. Alors, le vinaigre est le résultat d'une formidable alchimie naturelle. J'ai dit bien naturelle, parce que c'est le vin que vous allez laisser tout à l'heure, une fois que vous aurez fini ce travail, vous allez laisser quelques bouteilles de vin ouvertes. Et puis, dans quelques jours, vous allez trouver le vin qui a viré à l'aigre, d'où son appellation vinaigre. Le vin aigre. Donc, ça vient un petit peu du français. Donc, quiconque qui laisse un peu d'alcool, peu importe, mais principalement à partir du vin, ben, vous allez trouver votre vinaigre comme ça, donc naturellement, sans aucune autre participation humaine, il va virer au vinaigre, donc le vin qui va devenir aigre. Alors, comment est-ce qu'on passe la suivante? Voilà, ouais. Alors, le mot vinaigre, je l'ai déjà dit un petit peu, provient de l'étymologie du mot français, vin aigre. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le vinaigre est réellement un produit qui est naturel. Et l'histoire du vinaigre remonte aux civilisations les plus anciennes. Les preuves archéologiques indiquant sa présence dans les urnes égyptiennes remontent environ à 3000 ans, ainsi que les tablettes cunéiformes babyloniennes nous indiquent qu'il y a 5000 ans que les Babyloniens ont commencé à faire du vin à partir des dattes de palmes et certains fruits. Évidemment, s'il y a du vin, c'est-à-dire il y a de l'alcool, automatiquement, les bactéries que vous trouvez dans la nature vont transformer cet alcool en acide acétique, c'est-à-dire le vinaigre.
Donc, vous laissez exposer à l'air et automatiquement, l'alcool sera transformé par le biais des bactéries qui existent dans la nature, qui sont présentes dans l'air partout que nous respirons. Donc, voilà un petit peu, les Babyloniens donc, sont en principe, selon l'histoire, les premiers à avoir utilisé le vinaigre. Et il l'utilisait parce qu'il faisait du vin, et puis ce vin se transformait en vinaigre. Ils allaient utiliser ça pour l'alimentation et aussi pour préserver certains aliments. Nous ne pouvons pas oublier aussi que les Chinois ont des tests qui nous indiquent que qu'ils sont capables de fabriquer du vinaigre. Vous avez ici une représentation. Voilà. Et donc, ils fabriquaient du vinaigre et le test indique qu'il y a à peu près entre 2000 et 5000 ans, mais évidemment qu'on n'a pas tout à fait une grande connaissance de leur histoire, mais ce sont quand même les initiateurs à de longue date sur le vinaigre et connaissent évidemment tous les bénéfices qu'ils font. Alors, aussi, vous connaissez Hippocrate, qui était le père de la médecine moderne, et lui, à l'époque, donc il y a 400 ans environ, il faisait des ordonnances pour certains types de maladies qui contenaient du vinaigre, du miel et certains fruits à l'intérieur ou certains légumes ou autres comme ça. Donc, vous voyez que l'histoire commence il y a bien longtemps. Si vous regardez, puis vous êtes principalement, vous avez lu certainement la Bible, ben, il fait bien aussi allusion au vinaigre, surtout au moment de la crucifixion du Christ, d'après la Bible. Enfin, les Romains avaient une boisson appelée posca, qui était un produit qui faisait pour rafraîchir à partir du vinaigre, du vin et avec un mélange avec de l'eau. Et la légende raconte que le général Hannibal a utilisé le vinaigre pour dissoudre les roches des Alpes afin de vouloir envahir l'Italie. Et si vous utilisez pour le vinaigre chaud, pour dissoudre certains composants calcaires, ben, il va le faire. Donc, c'est peut-être pas tout à fait tort ou faux de dire que le général Hannibal a utilisé ces produits-là pour démarrer un petit peu et pouvoir traverser les Alpes qui étaient un peu complexes. Enfin, la production de vinaigre, au départ, a été reposée sur toute une série de processus naturels, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est au Moyen Âge que la production industrielle du vinaigre commence. Et toute l'industrie du vinaigre en Europe s'est vraiment développée à la Renaissance. Et de nombreux vinaigres ont apparu sur le marché, élaborés à partir de divers fruits, des herbes, des fleurs, etc. Et en 1934, un groupe viticulteur français a mis au point une méthode, il appelait ça la méthode de production continue, en continu de la fabrication du vinaigre. Et ils l'ont appelé la méthode d'Orléans parce qu'ils l'ont développée dans la ville d'Orléans. Et vous savez aussi que la rivière Loire apporte tout le vin qui était produit plus ou moins en France était apporté à Orléans pour après le livrer, bien entendu, à Paris. Et en laissant le vin pour le moment de transporter, et puis comme il n'y avait pas de conservants, ben, automatiquement, ce vin se transformait en vinaigre. Et c'est cette méthode-là, donc la méthode d'Orléans, utilisait bien sûr de fûts de chêne et toute une série de produits naturels, etc., et surtout à partir du vin qu'il savait faire. Et tellement c'était important le vinaigre en France que le roi Henri III fonda en 1580 à Orléans, bien sûr, la corporation des brasseurs et moutardiers
Et leur armoirie, comme vous pouvez le voir ici, était formée d'un tonneau, d'un entonnoir et de deux herminettes, donc cette espèce de hache que vous savez ici plus grossie, pour utiliser pour bien sûr fabriquer le tonneau à partir du bois. En principe, c'était du hêtre principalement. Et puis à côté, vous voyez ici l'image, donc la représentation des vinaigriers qui passaient de ville en ville en amenant le vinaigre et aussi la moutarde. Mais ce n'est que à une époque plus tardive, en 1000, où le principal... Hop, attendez, c'est passé, on revient un peu en arrière. Et c'est Bonnet-Harrell, et le premier scientifique à avoir étudié plus sérieusement le vinaigre. Et il comprend une chose importante, c'est qu'il fallait l'air pour arriver à développer le processus. Effectivement, les bactéries qui se trouvent dans l'air, donc les bactéries acétiques, transforment l'alcool en vinaigre, mais en présence d'air. Donc, s'il n'y a pas d'air, automatiquement, il n'y a pas de transformation. Et il a aussi compris que c'était important d'augmenter la surface. Donc, il a introduit des copeaux de bois pour pouvoir augmenter la surface d'apport d'oxygène. Et c'est comme ça qu'il a inventé le premier procédé de production du vinaigre en continu, comme vous pourrez le voir ici sur cette image que vous avez en face, dans laquelle vous avez toute une série de tonneaux qui sont en communication les uns avec les autres. Et il a ainsi pu démontrer que en apportant de l'air, et c'est bien entendu un des premiers qui a inventé le processus, mais c'est aujourd'hui qu'on utilise enfin encore ce processus qui est présent dans l'industrie actuellement. Voilà ici des images sur le copeau qu'il a rajouté à l'intérieur des différents tonneaux pour arriver à pouvoir produire plus de vinaigre, donc donner de l'air en fait. Et aussi, il introduit ici à l'intérieur un peu d'air pour pouvoir arriver. Donc, c'était vraiment la première, le premier, disons, acéto ou fermenteur qui arrivait à pouvoir produire et il le rassait automatiquement avec du vin. Donc, il faisait une production continuelle de ces, vinaigres. Finalement, un peu plus tard, regardez un peu les dates, donc je n'ai pas besoin de le répéter. Christian Henrik Pearson, qui était un botaniste qui était en Afrique du Sud, a attribué la formation de vinaigre à une pellicule qui se forme à la surface du vin. Vous pourrez le constater vous-même ce soir, vous allez laisser chez vous un verre ou les restes de bouteilles du week-end et vous allez observer que demain ou après-demain, dans 3 ou 4 jours, vous allez avoir un film, une pellicule à la surface. Et c'est cette surface-là ou cette, disons, composée de cellulose, parce que finalement, ce film est composé de biocellulose. Donc, les bactéries produisent de la cellulose comme si c'était une toile d'araignée. Ils s'accrochent à cette toile d'araignée et ainsi peuvent arriver à obtenir de l'air qui se trouve à la surface. Et il disait, ben voilà, donc c'est ce film qui, sans ce film-là, nous ne pouvons pas produire du vinaigre. Et il appela ça, il donnait le nom, il dénommait le mycoderma. Et il pensait que c'était vraiment un champignon et non pas de bactéries. Donc c'est ce qu'il avait en tête et c'est comme ça qu'il s'est resté pendant un petit moment. Et c'est en 1822 qu'il décida de dire, ben voilà, le mycoderma produit cette, cette transformation du vin en vinaigre.
Regardez cette date, 1822, vous la gardez un petit peu en tête parce que c'est intéressant, vous allez voir tout à l'heure, que disons, le père de la microbiologie moderne, que vous savez déjà, vous connaissez déjà, c'est-à-dire Pasteur, ben, lui, il est né en 1822. Et puis, vous pouvez aussi faire attention aux différents endroits. Donc, d'abord, c'est néerlandais, après, c'était Afrique du Sud, hein. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ils n'avaient pas de télécommunications pour pouvoir se communiquer les uns aux autres aussi rapidement que nous le faisons maintenant. Et puis, finalement, en 1822 aussi, il y a Dorenbrecher, un chimiste allemand, qui lui, il a démontré l'existence de la réaction chimique. Donc, c'est l'alcool que vous avez ici à gauche, donc C2H2OH, peu importe la formule, c'est l'alcool, l'éthanol, plus l'oxygène que tout à l'heure nous avons vu était nécessaire pour se transformer en acide acétique et plus de l'eau. Ça, c'est une réaction chimique, on peut l'obtenir au laboratoire sans aucun problème. Vous prenez de l'alcool, vous rajoutez de l'oxygène et puis vous allez obtenir de l'acide acétique. Donc ça, c'est la partie santé. Et à ce moment-là, en 1819, il a écrit aussi toute une série de livres, principalement un qui il a intitulé, c'est de l'allemand, hein, je n'arrive pas très bien à comprendre l'allemand, mais je le traduis, c'est Initiation de l'art de la fabrication de différentes sortes de vinaigre. Et dans ce bouquin-là, que j'ai eu l'occasion de le regarder, hein, je ne l'ai pas à la maison, ben, il raconte à peu près, il donne, je sais pas, 40 ou 50 recettes différentes pour produire du vinaigre à partir de beaucoup de produits, de fruits, de fleurs, etc. C'était un des premiers à avoir écrit un bouquin comme ça. Ce n'est qu'en 1864 que Pasteur arrive et il commence à étudier le vinaigre par une simple raison. Le gouvernement français, ayant des problèmes avec le vin qui arrivait à Paris en provenance d'Orléans était souvent piqué, c'est-à-dire c'était du vinaigre aigre. Alors, le gouvernement français lui a chargé une mission d'étudier qu'est-ce qui se passait avec le vin qui s'est transformé en vin aigre, donc un vin qui était plus ou moins imbuvable. Et c'est là qu'il a écrit le premier bouquin, donc il a la fermentation acétique, et il définit 5 critères importants pour pouvoir produire du vinaigre à partir de l'alcool, principalement, comme je l'ai dit et répété plusieurs fois, à partir du vin qui s'est transformé en acide acétique à Orléans en attente d'être transporté à Paris pour les grands seigneurs. Et il définit le premier paramètre, besoin d'alcool, besoin d'oxygène, qui était déjà aussi dit auparavant, donc vous l'avez écouté tout à l'heure, et qu'il avait besoin d'un ferment, donc quelque chose qu'il appelait mycoderma, donc il a laissé le nom de tout à l'heure, mais il a nommé acétie. C'est la première fois qu'on commence à définir les bactéries qui produisent du vinaigre. Mais toujours mycoderma acétie, sans aucune explication supplémentaire, simplement que Pasteur a décidé de changer un petit peu le nom. Et il fallait aussi des nutriments, c'est-à-dire du sucre, protéines et autres, évidemment, parce que les bactéries, ou ces ferments, comme il l'appelait, avaient besoin des nutriments et des protéines, acides aminés et autres, pour pouvoir se multiplier et transformer l'alcool en vin. Un autre facteur qui était extrêmement important était la température. Il disait qu'entre 25 et 35 degrés, ben, on pouvait produire. Mais si on descendait vers 20 degrés, par exemple, ben, il n'y avait pas de vinaigre. Ainsi que si on montait la température vers 40 degrés, ben, non plus, il n'y avait pas de production de vinaigre. Donc, il a bien défini les termes qu'actuellement sont toujours tenus en compte et c'est ce qui fonctionne réellement. Donc voilà, ici, vous savez, Pasteur en train d'étudier et il a, vous savez ici, le livre qu'il a écrit, Études sur le vinaigre, la fabrication,
ces maladies moyennes, de prévenir les maladies du vinaigre, parce qu'il en a aussi. Mais là, il parlait surtout de la prévention de maladies du vin, en fait. C'est ça qu'il a sur la conservation de vin à partir de ça. Donc après, il chauffait un petit peu le vin, ce qui faisait qu'il n'y avait plus de bactéries qui survivaient, donc comme ça, il pouvait le maintenir. Et c'est en 1868 qu'il a produit, enfin, il a écrit ce bouquin et qu'il a mis sur le marché pour qu'on puisse tous le lire et le pouvoir l'observer. En même temps, il a construit aussi, ou il a demandé de construire toujours à Orléans, avec cette organisation qui s'était formée avec le roi Henri III. Oui, il a construit, comme vous pouvez observer, de larges bassins pour avoir une surface suffisante pour que ce film qui avait été montré tout à l'heure, qui transformait l'alcool en acide acétique ou en vinaigre, ben, pouvait se produire et il y avait le contact avec l'air. Vous voyez ici, il y a l'entrée d'air qui se fait de ce côté. Il y avait aussi un thermomètre pour mesurer la température et il rajoutait du nouveau vin à la fin ici parce que s'il est rajouté à la surface, automatiquement cette pellicule était détruite et il n'y avait plus de production de vinaigre parce que, évidemment, les bactéries tombaient au fond du bassin, enfin de la cuve, et à ce moment-là, la bactérie mourait. Et il y a toujours cette histoire qu'il y a la mère du vinaigre, chose qui n'est pas tout à fait exacte, puisque la mère du vinaigre est au fond et elle sert simplement comme nourriture pour les autres bactéries qui sont effectivement à la surface, à côté, en relation avec l'air qui est à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'il y a toute une série de vinaigreries qui se sont développées à Orléans. Et vous voyez ici quelques images tirées de tests de l'époque avec les différents tonneaux qui étaient construits, etc. Donc ça, simplement pour information pour vous dire qu'il y a eu une grande ampleur pour étudier le vinaigre, qui est un produit qu'aujourd'hui on produit quelques millions de litres, d'hectolitres. Finalement, il y a eu un peu plus tard le microbiologiste néerlandais qui a commencé à dénommer la bactérie du vinaigre comme Acetobacter aceti. C'est ce que nous regardons aujourd'hui encore comme nomination pour le genre et aussi pour l'espèce. Et c'est en 1898 que cette première démonstration pour éliminer, si vous voulez, la partie du microderma en disant ce n'est pas un champignon, ce sont des bactéries. Et bien sûr, c'est à l'aide du microscope qui était déjà sorti à l'époque qu'ils ont pu regarder et observer ces différentes bactéries qui étaient présentes. Finalement, il a démontré qu'il y avait 4 espèces de bactéries d'acide acétique, mais il a dit, il y en a 4 que j'ai pu observer, mais il y a bien beaucoup plus que cela. Effectivement, en 1935, le japonais Asahi a décrit de nouveaux genres de gluconobacter, et ainsi ils ont continué en 1954 avec Estrin et Carr en 1961, ou de les facteurs qui ont démontré l'existence de beaucoup d'autres bactéries. Et actuellement, la prochaine diapositive, si j'ai le temps, je ne sais pas combien de temps me manque. Est-ce que le modérateur peut me dire quelque chose? Donc, voilà, simplement les dates importantes de Pearson, etc. C'est juste pour que vous gardez un petit peu les dates d'apparition du vinaigre aussi. Si. Les bactéries sont assez spéciales quand même, elles sont très particulières, donc c'est des grammes négatifs, hein, donc ça c'est une coloration qu'on fait, c'est pas très important pour vous. C'est des cellules, comme vous pourrez voir ici à gauche sur l'image, qui sont ellipsoïdales ou de forme de bâtonnet. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont aérobies strictes, c'est-à-dire que sans air, ils ne peuvent pas briller. Ils sont bien entendu largement répandus dans la nature, ils sont associés aux fleurs, aux fruits, il y en a partout, quoi, en fait. Là où il y a des fruits,
ben, il y a du sucre, là il y a du sucre, on peut transformer par les levures en alcool et l'alcool est utilisé par les bactéries acétiques. Ils ont aussi une importante production, une résistance à l'acide acétique qui est extrêmement importante parce que vous le savez, le vinaigre peut être utilisé comme désinfectant dans certains cas et évidemment les bactéries acétiques résistent à des quantités extrêmement importantes d'acide acétique. Pas les autres bactéries, c'est pour ça qu'elles meurent. Les bactéries acétiques sont impliquées dans toute une série de boissons fermentées, de production de kéfir, donc le kombucha que vous connaissez, la production de cacao, donc de chocolat que vous mangez aussi, ils interviennent, et aussi dans la production de cellulose bactérienne, qui on pourrait en parler une autre fois, c'est extrêmement important pour le développement actuel. Mais enfin, bref, on parlera une autre fois. Donc, juste pour vous démontrer un petit peu comment ça se fait, cette transformation d'alcool en acide acétique, l'alcool qui est à l'extérieur, vous savez ici une membrane de la bactérie acétique, donc double membrane. L'alcool pénètre à l'intérieur de cet espace intermembranaire et il y a deux enzymes importantes, l'alcool déshydrogénase et l'alcool acétaldéhyde déshydrogénase qui vont transformer le vinaigre, l'alcool en acide acétique, peu importe. Donc ça, c'est aujourd'hui qu'on connaît. Mais peu importe, simplement que l'éthanol pénètre à l'intérieur et il est transformé par différentes enzymes qui se trouvent dans la paroi de ces bactéries. Comme vous pourrez le voir ici en haut, sur cette image de microscopie électronique, vous voyez ces points noirs, c'est avec un anticorps qui est marqué à l'or, qui nous indique exactement où se trouvent ces différentes enzymes, comme vous pouvez voir, c'est à la membrane externe. L'acide acétique est très important parce qu'il a un petit poids moléculaire et il peut pénétrer facilement les autres bactéries, donc à l'intérieur, et il va changer le pH interne, donc le pH cytoplasmique des bactéries, et ainsi va pouvoir les tuer. Ils sont comme ça, donc il arrive. Voilà. Donc ça, c'est pas très important ce que je vous dis là. Simplement, les productions du vinaigre se font de deux façons différentes. Une à la surface, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y a un film qui va se créer à la surface entre les liquides et l'air et une fermentation qui est industrielle dans laquelle on injecte l'air à l'intérieur. Évidemment que les caractéristiques de ces deux vinaigres ne sont pas les mêmes. Hein. Vous voyez ici le film qui est ici dans ces tonneaux, qui est composé de ces différentes bactéries que vous voyez là, avec aussi ces grandes cellules qui sont des levures qui sont en train de transformer l'alcool, le fruit, pardon, le sucre en alcool et après les bactéries qui sont autour. Donc c'est vraiment une symbiose entre les levures qui transforment le sucre en alcool et l'alcool qui est transformé en acide acétique, en vinaigre par les bactéries acétiques. Donc ça, c'est la méthode actuelle industrielle que vous allez trouver. Quand vous allez acheter du vinaigre sur le marché, ben, vous allez à partir, ici c'est vraiment un prototype du laboratoire, mais en règle générale, ben, c'est l'industrie avec des tanks ou de fermenteurs, de quelques milliers de litres qui vont faire cette histoire-là, cette production du vinaigre. Donc vous savez ici, on le charge, on fait la fermentation, on enlève un tiers, on recharge et on enlève un tiers, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va produire. Et ce qui est important, c'est identifier les bactéries existantes parce qu'évidemment, on nous demande de plus en plus de faire du bon vinaigre et de résister à des hautes concentrations d'acide acétique. Donc, d'abord, on identifie les bactéries, l'identification, on fait une sélection spécifique et c'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler les processus de la production du vinaigre. Et cela, bien entendu, en utilisant toute une série de méthodes existantes aujourd'hui qui n'avaient pas avant, donc la protéomique, génomique, etc. Donc ça, c'est extrêmement important, appliquer toutes ces différentes pour arriver à faire quelque chose. Et actuellement, aujourd'hui, vous savez, on a commencé avec Acetobacter aceti, 4 différents genres. Maintenant, on a à peu près
une vingtaine de gens différents et 70 espèces complètement différentes obtenues à partir d'utilisant ces différentes techniques. Il y a quand même une chose importante, c'est le bénéfice du vinaigre. Il est utilisé comme antioxydant. Et tout ça, c'est bien avec beaucoup de littérature qui démontre tous ces effets-là. Il améliore la santé cardiaque, il réduit l'hypertension parce qu'il active un petit peu l'enzyme qui est la rénine, qui gère un petit peu notre tension. Il diminue certaines allergies et il est aussi important, il effet stimulant pour l'insuline, pour le diabète. Ça, c'est important. Et aussi, il est utilisé pour réduire le cholestérol. Je vous raconterai tout à l'heure si nous avons le temps. Les Chinois utilisent ça tous les jours. Et certains disent qu'il y a une perte de poids, ça dépend, enfin, c'est pas tout à fait efficace, mais enfin bref. Et il y a une activité antimicrobienne bien démontrée et bien. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'on a compris, je n'ai pas parlé trop vite et que nous avons pu apprendre quelque chose de la production du vinaigre dans une petite conférence très rapide. Enfin, je suis ouvert à questions et je remercie infiniment l'équipe de Box pour m'avoir invité et puis je suis toujours disposé à faire d'autres conférences si jamais vous en avez besoin du point de vue scientifique. Merci beaucoup.